Dans une déclaration commune, l'URSS et les États-Unis exigent l'application des résolutions de l'ONU. Les présidents Bush et Gorbatchev convaincus qu'une solution politique reste possible dans le Golfe. Nouvelle opération commando en Corse, une villa de vacanciers détruite à l'explosif par des hommes masqués. Formule 1, pratiquement le titre mondial pour le Brésilien Ayrton Senna. Il a encore devancé Prost aujourd'hui à Monza. À la veille de la rentrée, les maternelles affichent déjà complet. Près de 3 millions d'enfants sont inscrits dans ces classes pour tout petits. Bonsoir. L'accord au sommet entre Bush et Gorbatchev. Dans une déclaration commune, ils réaffirment leur volonté politique de résoudre la crise du Golfe dans le cadre des Nations Unies. Commentaire, Hélène Rizacher. Les deux présidents Bush et Gorbatchev achèvent leur sommet d'Helsinki sur une image d'unité. Les deux présidents affirment ensemble que l'agression de l'Irak contre le Koweït ne doit pas être tolérée et ils réclament l'application intégrale de toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis et l'URSS se déclarent prêts à des mesures supplémentaires, toujours dans le cadre de l'ONU. Les deux présidents cherchent le moyen de résoudre la crise de manière politique. George Bush a d'ailleurs précisé que l'option militaire n'a pas été discutée à Helsinki. Mikhail Gorbatchev, de son côté, met en garde l'Irakien Saddam Hussein. Si l'Irak veut provoquer une action militaire, ce sera une tragédie pour le peuple irakien et pour le monde entier. Le numéro 1 soviétique a annoncé aussi que l'URSS a commencé de retirer ses experts militaires d'Irak. Leur nombre est en cours de réduction. Le président Bush a ajouté « La remarquable coopération de l'URSS dans la crise du Golfe me décide à recommander aussi une étroite coopération économique États-Unis-URSS. Le président Bush va saisir dès que possible le Congrès américain à ce sujet. » Les deux présidents Bush et Gorbatchev se félicitent de cette nouvelle unité mondiale. Le président irakien n'a donc pas réussi à diviser les pays entre eux et l'ONU reste en première ligne pour tenter de trouver une solution pacifique à la nouvelle crise du Golfe. Alors, les résolutions de l'ONU, rien que les résolutions de l'ONU, mais toutes les résolutions de l'ONU rappellent des 5 résolutions du Conseil de sécurité. Mathilde Pradiel. Le 2 août, le jour même de l'invasion du Koweït par l'Irak, le Conseil de sécurité exige par la résolution 660 adoptée à l'unanimité le retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces irakiennes du Koweït. 4 jours plus tard, le Conseil décide de prendre des sanctions économiques contre l'Irak et par la résolution 661 décide un embargo commercial, financier et militaire contre l'envahisseur. Puis, c'est la souveraineté du Koweït qui est rappelée par l'ONU et réaffirmée avec force. Résolution 662, l'annexion du Koweït est déclarée nulle et non avenue. Tous les États membres sont invités à ne pas la reconnaître. Devant le chantage sur les otages établi par l'Irak, la résolution 664 exige le départ immédiat du Koweït et de l'Irak des nationaux de pays tiers. Enfin, en crescendo et durcissant sa position, par la résolution 665, le Conseil de sécurité autorise les États membres pour faire respecter l'embargo à utiliser les moyens nécessaires, en fait, leurs forces déployées dans le Golfe. Alors Gilles Dujonchet, les enseignements de ce sommet, premièrement, il y a bien eu la déclaration commune des deux grands. Oui, en effet, et pour Saddam Hussein, qui hier encore, dans un message aux deux grands, tentait de les diviser, c'est, on peut dire un peu familièrement, le bide. Bush et Gorbatchev ont tenu à montrer qu'ils s'entendaient bien et qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Bush, par exemple, montrant à la face du monde que l'URSS est toujours un pays qui compte au Proche-Orient. D'autre part, Gorbatchev, en s'inscrivant contre la proclamation de Saddam Hussein, comme quoi ce conflit est un conflit entre les États-Unis et les Arabes et les musulmans. Pas du tout, dit Gorbatchev, c'est un conflit entre l'Irak et le reste de la planète. Alors, est-ce que cette volonté de faire respecter toutes les résolutions de l'ONU sera suffisante maintenant pour faire bouger Saddam Hussein? Alors, c'est toute la question. Brent Scowcroft, qui est le conseiller de George Bush, disait hier « Cette rencontre empêchera Saddam Hussein de dormir ». Pour l'instant, je remarque qu'il n'y a pas d'action militaire spécifique envisagée pour forcer Saddam Hussein à retirer ses forces du Koweït. On s'en tient aux mesures d'embargo. Bien sûr, si ces mesures ne donnent pas de résultat, il est envisagé dans le cadre des Nations Unies de prendre des mesures supplémentaires. Mais on n'a pas spécifié lesquelles. Et je dois dire que sur ce point, il y a quand même une divergence entre les deux grands. Les soviétiques, en cas d'action de force décidée contre l'Irak, veulent absolument qu'elle soit chapeautée par les Nations Unies, menée sous l'égide des Nations Unies. Or, les Américains n'y tiennent pas parce que ce serait limiter toute leur liberté d'action sur place.
Merci Gilles Dujonchet. Autre question maintenant, comment le sommet Bush-Gorbatchev et ses conclusions vont-ils être ressentis dans les capitales du Moyen-Orient? A priori, la satisfaction est quasi générale. Correspondant spécial à Amman d'Alain Ménargue. Hormis Bagdad, toutes les capitales arabes ne peuvent qu'applaudir aux résultats d'Helsinki. Dans les pays immédiatement concernés, c'est-à-dire ceux qui sont au contact direct de l'Irak, la volonté de rechercher une solution politique à la crise ne peut que soulager Damas et Amman. Le roi de Jordanie, dont le pays serait en première ligne en cas de conflit, avait multiplié les démarches et les voyages diplomatiques en s'accrochant de manière parfois pathétique à une solution arabe, puis internationale, du moment qu'elle soit politique. L'émir du Koweït retiendra, lui, la possibilité d'avoir recours à des mesures plus dures si la voie pacifique échouait pour la libération de son pays, tandis que l'Arabie Saoudite et les Émirats du Golfe apprécieront la menace directe de Mikhail Gorbatchev à Saddam Hussein, affirmant qu'une action militaire irakienne serait une tragédie. Pour le reste du monde arabe, l'union historique des deux superpuissances et leur action dans le cadre des Nations Unies ne peuvent être qu'un élément stabilisateur et une promesse voilée concernant les autres problèmes du Moyen-Orient, à commencer par celui des territoires occupés et le gel des multiples revendications territoriales sur base historique. Amman, Alain Ménargue, France Info pour FR3. De son côté, Tarek Aziz, le chef de la diplomatie irakienne, est arrivé ce matin à Téhéran, prélude peut-être à un sommet Hussein Rafsanjani. Cette visite est une première dans l'histoire de la République islamique. Pascal Verdeau. Une poignée de main entre deux ministres, une poignée de main discrète qui n'efface pas 8 années de guerre impitoyable entre l'Iran et l'Irak, mais déjà une page d'histoire que l'on tourne. Début de normalisation des relations entre les deux pays, prémisse à la signature d'un traité de paix entre les chefs d'État, mais aussi discrétion des protagonistes. Officiellement, l'Iran reste opposé à tout changement dans la géographie de la région. Elle condamne l'agression contre le Koweït, mais aussi la présence de forces étrangères dans le Golfe. Pour rompre son isolement diplomatique, Saddam Hussein avait accepté dès le 15 août de reconnaître l'accord frontalier qui partageait le contrôle de l'estuaire du Châtel arabe entre les deux pays, mais aussi de procéder à un échange réciproque des prisonniers de guerre encore détenus. Lassitude sur les visages de ces hommes qui vont retrouver leur famille et désir de paix, disent les communiqués des diplomates. Dans ce contexte, l'Irakien Tarek Aziz vient réclamer des médicaments et des vivres, des produits qui, selon Téhéran, doivent échapper au blocus. Mais côté iranien, les rancœurs restent vives. Pour ces années de guerre, Téhéran demande à Bagdad dédommagement et reconnaissance des responsabilités. Le fils de l'ayatollah Khomeini ayant fait remarquer aujourd'hui aux dirigeants de son pays que Saddam Hussein avait les mains tachées de sang. Normalisation nécessaire entre puissances régionales, mais à petits pas. En Jordanie, dans les camps du No Man's Land, près de la frontière jordano-irakienne, 100 000 à 300 000 personnes croupissent dans des camps de transit insalubres, des camps qu'ont pu visiter cette semaine les responsables de l'association Médecins du Monde. Témoignage recueilli ce soir par Béatrice Nivois. C'est un vrai Babel du désert. Il y a 7 à 8 nationalités, principalement des Asiatiques. Et là, entre eux, les tensions sont fortes. Et puis, il y en a qui sont privilégiés, qui sont évacués rapidement. Et d'autres, les moins privilégiés, qui étaient les plus pauvres, qui étaient ceux qui ont plus fui leur pays, qui tardent à être évacués, qui sont donc dans la situation la plus difficile. Ça, c'est très dur. C'est dur parce que c'est cet isolement, c'est le sable, c'est les piqûres de scorpions. Et c'est cette chaleur terrible pendant la journée et le froid pendant la nuit. 7 camps de transit ont été installés depuis le début de la crise, 3 dans le désert à 80 km de la capitale jordanienne, 4 à Amman. Des centaines de milliers de personnes y passent de 3 à 5 jours. Le plus souvent, les conditions d'hygiène sont plus que précaires. 15 personnes, docteurs, infirmières de Médecins du Monde, sont arrivées là-bas il y a une semaine, secondées par une équipe de 5 Jordaniens. Leur travail, soigner les cas de déshydratation, mais aussi vacciner. On craint énormément une épidémie de choléra. C'est bien de prévoir une épidémie de ce type parce que, je vous répète, les conditions expérimentales sont réunies. Alors le prévoir comment? D'abord en surveillant ça de très près, on fait des analyses de laboratoire, en collaboration avec des laboratoires jordaniens d'ailleurs et le ministère de la Santé jordanien, et puis en préparant les médicaments et les vaccins qu'il faut utiliser immédiatement en cas d'une épidémie comme ça, mais ce serait une catastrophe. Il y a en tout cas pour l'instant moyen de contenir l'urgence de la situation. Mais le moindre coup de canon, là on est dépassé, la moindre épidémie, là on est dépassé. La Jordanie bénéficie d'aides internationales pour subvenir à ses propres besoins, mais depuis hier, des coupons de rationnement ont été distribués à la population pour le lait en poudre par exemple, 1 seul kilo par personne et pour 6 mois.
Et puis en bref, un avion des Iraqi Airways transportant 437 occidentaux, pour la plupart des femmes et des enfants, a quitté Bagdad ce soir à destination de Londres. Départ de militaires français ce matin pour l'Arabie Saoudite. Une centaine de militaires français qui composent l'effectif du détachement de 6 hélicoptères de combat envoyés par la France en Arabie Saoudite ont donc quitté la base d'Étain près de Verdun pour la région du Golfe. Ils se rendent précisément dans la ville saoudienne de Yanbu sur la côte de la mer Rouge au nord de Jeddah où ils sont arrivés cet après-midi. La situation dans le Golfe, toujours au cœur de la vie politique française. Charles Pasqua, tout d'abord, invité ce soir de TF1, a émis une légère critique sur l'action du gouvernement dans la crise du Golfe, estimant que la France se retranchait trop derrière les Nations Unies. Compte tenu des relations privilégiées de la France avec un certain nombre de pays arabes, je ne comprends pas que le président de la République n'ait pas pris l'initiative d'essayer de proposer lui-même une médiation. Il faut avoir des idées dans la vie. Je suis persuadé qu'il en a. Et s'il n'en a pas, on peut lui en suggérer. Jacques Chirac ensuite pour la clôture de l'université d'été du RPR. Jacques Chirac donc a souligné les conséquences militaires, économiques et politiques de la crise. À Saint-Raphaël, reportage de Jérôme Catala. Venu clôturer les universités d'été des jeunes RPR, Jacques Chirac a bel et bien prononcé un discours de rentrée. L'Europe, l'unification allemande, la politique économique de la France ou encore les prochaines échéances électorales, le président du RPR a longuement passé en revue ces différents dossiers en réservant l'essentiel de son intervention à la crise du Golfe. Pour lui, la diplomatie et plus particulièrement l'ONU peut encore permettre d'éviter la pire des solutions, la guerre. Mais la France doit se tenir prête à réagir militairement. Et puis, Jacques Chirac a réaffirmé que la crise koweïtienne servait d'alibi au gouvernement pour réajuster sa politique économique. L'occasion de faire passer auprès de ces jeunes un message de mobilisation. Je ne veux pas entrer dans ce débat rigueur, austérité, prudence. En revanche, je voudrais constater avec vous, et je sais que c'est votre sentiment, que consciemment ou inconsciemment vous le ressentez ainsi, le temps des illusions est terminé. Il doit faire face aujourd'hui au temps de l'effort. Effort, le terme s'applique également au RPR et à l'opposition qui doit tout faire pour s'unir enfin si elle veut gagner. Mais cette volonté d'union semblait ce matin relever encore du vœu pieux. François Léotard, le président du Parti républicain, n'avait visiblement pas fait l'effort de franchir les quelques mètres séparant sa mairie de Fréjus du Palais des Congrès de Saint-Raphaël. Nouvelle opération commando la nuit dernière en Corse. Des hommes masqués ont encore ligoté des touristes avant de faire exploser une villa de vacanciers. Résurgence des attentats en Corse alors que l'on croyait au dialogue. Nathalie Darigrand. Même cible, même méthode, même résultat. Plusieurs charges d'explosifs et un nouveau centre touristique flambe. En moins d'un an, la Corse a enregistré plus de 10 attentats de ce genre. Pas de revendication pour l'instant, mais on pense bien entendu à l'ex-FLNC. À plusieurs reprises, l'organisation dissoute a réaffirmé sa volonté de s'opposer à l'arrivée de capitaux étrangers sur l'île. L'établissement ici visé appartient à des Italiens. Reste les messages retrouvés sur les murs des 2 centres endommagés. La terre corse au peuple, non à la mafia. Le dernier slogan étonne les policiers. De même, ce R laissé en guise de signature surprend. Depuis plus d'un an, on parle de dissension au sein de la mouvance nationaliste. Peut-être de nouvelles pistes. Au SRPJ d'Ajaccio, on reste très prudent. Seule certitude, ces 2 opérations commando interviennent au moment même où socialistes et nationalistes discutent d'un nouveau statut de la Corse. Les sports maintenant et d'abord la Formule 1 avec le Grand Prix qui s'est déroulé cet après-midi à Monza en Italie. Avant de parler de la course, cette image, la spectaculaire sortie de route de la Lotus Lamborghini du Britannique Derek Warwick à 300 km à l'heure dans une courbe nommée parabolique. Warwick est miraculeusement sorti indemne, vous allez le voir, de la carcasse de sa voiture désintégrée après son choc contre le rail de sécurité. Cet accident s'est produit le jour même où le président de la Fédération internationale, Jean-Marie Balestre, a annoncé un plan de limitation de vitesse pour les Formule 1. Incroyable que Derek Warwick ait pu sortir sans aucune blessure de ce terrible accident. Alors après un deuxième départ de la course précisément a tourné à l'avantage du Brésilien Ayrton Senna. Les temps forts à Monza, Jean-Philippe Guillen. Second départ à Monza. Derrière les 2 McLaren de Senna et Berger, le plus rapide à réagir, c'est Jean Alesi qui brûle la politesse à Alain Prost.
Malheureusement pour lui, Alesi va être victime des freins de sa Tyrrell. Roue bloquée, il abandonne après ce tête-à-queue. Prost devient alors 3e derrière Senna et Berger, mais devant Mansell, Nannini et Patrese. Il va se rapprocher du pilote autrichien et parvient à le passer à l'intérieur dans le 21e tour. Ayrton Senna devient alors son unique point de mire. Le Brésilien, qui n'a jamais gagné à Monza, creuse l'écart avec sa McLaren équipée de pneus tendres et file vers sa 26e victoire en F1. Bloqué par des attardés, Alain Prost, 2e à 11 secondes, ne peut que renoncer. Premier, Ayrton Senna qui conforte ainsi sa première place au classement du championnat du monde. 2e Prost, 3e Berger, 4e Mansell. Prost a maintenant 16 points de retard sur le Brésilien et il ne reste plus que 4 Grands Prix avant la fin de la saison. Les championnats d'Europe de ski nautique maintenant qui se sont déroulés à Toulouse et en direct cet après-midi sur l'A3. Après le doublé Benet-Martin hier dans les épreuves de figure, la France a dû se contenter de la 3e place seulement cet après-midi dans l'épreuve réservée au saut. Les Français qui totalisent malgré tout 8 médailles sur ces épreuves des championnats d'Europe donc de ski nautique. Commentaire de Didier Balaise. Sur le lac de Sesquières, la star Battle Day s'impose dans le slalom. 6 bouées à franchir, une corde qui diminue à chaque passage pour atteindre sous vos yeux 11,25 m. Un bateau qui tire à 60 km/h. Ici, tous les muscles travaillent, les tractions-accélérations sont délicates pour les genoux. Le skieur doit garder une position du corps idéale, trouver le rythme, s'allonger parfaitement au-dessus de la bouée, évitant que le clapot du bateau ne le déstabilise. Battle Day très complet, très solide, confirme ici sa 3e place du championnat du monde. Le saut, épreuve reine de la compétition, 3 tentatives, une vitesse proche de 100 km/h, au pied du tremplin de 1,80 m. Une discipline voisine du ski alpin où tous les compétiteurs ne possèdent pas la même technique. Il est nécessaire de s'appuyer sur le ski extérieur, ne pas subir l'impact du tremplin, garder les skis serrés, donner un appel détente afin de réussir un bon vol. Émotion garantie. Après le sport, l'actualité religieuse, dernière étape de son périple en Afrique, le pape Jean-Paul II est arrivé ce soir en Côte d'Ivoire où il doit consacrer demain la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, un édifice coûteux et critiqué dans un pays en proie à de graves difficultés économiques. À Yamoussoukro, reportage de notre envoyé spécial Jean-Claude Perpère. L'autoroute traverse la brousse, voie royale qui conduit à Yamoussoukro. Tout aussi insolite, émergeant des palmiers, la basilique Notre-Dame de la Paix. Saint-Pierre de Rome en pleine savane, mais en beaucoup plus grand. Œuvre titanesque pouvant accueillir 7000 fidèles, sous un dôme culminant à 149 mètres. La basilique est fermée, gardée de loin en loin par des sentinelles. On ne voit pas d'un très bon œil, photographes de presse et caméramans. En ces temps de crise, le grandiose peut paraître indécent. Mais Yamoussoukro, ce n'est pas que cela. On a construit non loin une résidence présidentielle, mais aussi un palais étincelant pour le parti unique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Enfin, un hôtel-palace qui domine la forêt. L'hôtel président, bien sûr. En situation difficile, ses seuls clients, congressistes, délégations et quelques ministres de passage. Le président Houphouët-Boigny voulait faire de son village natal la nouvelle capitale administrative et culturelle. Elle devrait atteindre 500 000 habitants, elle en compte moins de 100 000. À Yamoussoukro, les constructions grandioses n'ont pas beaucoup changé la vie. Le quotidien semble toujours aussi difficile. Si au moins on avait soit des usines comme ça, là en tout cas, ça serait une bonne affaire pour les chômeurs. Mais sans usine. À cela, peu importe la magnificence des œuvres architecturales ou encore l'illumination par 10 500 lampadaires des avenues désertes. En France, la rentrée scolaire demain pour 13 millions d'enfants, parmi lesquels près de 3 millions d'écoliers en maternelle. Prolongement de la crèche pour les parents qui travaillent. Les maternelles sont saturées et doivent parfois même refuser les tout-petits. Constat à l'heure de la pré-rentrée. Anne Gouraud, Robin Teboul. Le premier chapitre de la vie d'Élodie s'achève. Demain, à 9 h, elle troquera ses jouets contre un cartable. Comme 98% des enfants de 3 ans, Élodie n'attendra pas le cours préparatoire pour se familiariser avec l'école. Une école maternelle qu'il a refusée l'an dernier, faute de place.
Ils prenaient en priorité les enfants qui avaient effectivement 3 ans dans l'année, plus les enfants dont les parents avaient quelques problèmes, ce qui est, je pense, normal. Lundi, l'accueil se fera à partir de 9h15. Cette année encore, une vingtaine d'enfants de 2 ans ne pourront pas s'inscrire. Avec 30 élèves par classe, les enseignants ont déjà une charge de travail considérable. Phénomène caractéristique des années 90, les enfants qui ont la chance d'être scolarisés viennent tous les jours, matin et soir. Comme dans la plupart des familles, les parents d'Élodie travaillent tous les deux. Elle ne manquera l'école qu'exceptionnellement. Comment est-ce que vous feriez si Élodie n'avait pas de place à l'école? La crèche, il y a une limite. C'est 3 ans, c'est plus après. On ne peut plus laisser les enfants après. Donc j'aurais dû prendre une nourrice extérieure. Ça aurait posé problème? Oui. Il ne faut pas considérer l'école maternelle comme le remplacement de la crèche, parce que nous avons des classes de 30 enfants, que la crèche fonctionne avec des groupes, des tout petits groupes. Une classe de 30 enfants, c'est énorme. Et donc il faut bien veiller à ce qu'un enfant n'ait pas un surcroît et un surdosage de collectivité. Solution de facilité pour certains, démarche encouragée par le ministère dans les zones d'éducation prioritaire. La préscolarisation commencera quoi qu'il en soit de la façon la plus traditionnelle lundi, avec quelques pleurs et beaucoup d'émotions. Comment elle s'appelle ta maman? Rentrée effective ce matin, celle de 600 000 chasseurs dans 35 départements du Midi de la France. Une ouverture conforme aux prévisions en matière de gibier, exemple d'une chasse au perdreau dans l'arrière-pays niçois. Jean-Claude Laplot. 7 heures ce matin, ouverture de la chasse. Et nous avons choisi la région d'Utel, un des plus beaux territoires de chasse du département des Alpes-Maritimes, avec près de 7000 hectares et également 920 hectares de réserves ministérielles aux granges de la Brasque. La société de chasse lutelloise représente 135 propriétaires et reçoit d'autres chasseurs pour atteindre le chiffre de 275. Ce matin, on a surtout tué des perdreaux. La chasse va se poursuivre 4 jours par semaine, les samedis, dimanches, lundis et mercredis, jusqu'au premier dimanche du mois de janvier. Le chasseur, il faut bien le reconnaître, n'a pas une très bonne réputation. Il est vrai, nous n'avons peut-être pas bonne réputation, mais nous sommes quand même des défenseurs de la nature. On fait beaucoup de débroussaillage, des chemins, on fait des points d'eau pour les bêtes, nous faisons de l'ensemencement, beaucoup de blé, beaucoup de maïs pour les sangliers. En tout cas, une chose est sûre, le gibier a toujours une chance. Ce perdreau, par exemple, a échappé aux chasseurs. Le salon professionnel des équipements de sport et de loisirs pour terminer. Le CISEL a ouvert ses portes ce matin à Paris avec une grande tendance soulignée par Agnès Molinier et Henri Edershed, tendance du sport à la maison. Le sport dans l'intimité, c'est la grande tendance du moment. La gymnastique se fait désormais à la maison, en famille. Ces 2 dernières années, la moitié des salles de musculation en France a fermé. La mode est désormais au sport de salon. On est beaucoup plus libre, on n'a pas de contraintes d'horaire, ni de transport, ni quoi que ce soit. Et on travaille d'une façon plus décontractée, car la culture physique n'est valable que si l'on joue décontracté. À partir du moment où vous êtes crispé, ça ne va pas du tout. Vous pouvez chez vous faire de l'escalade avec les mêmes effets, sur les mêmes muscles. Les mollets, les cuisses, les fessiers et la taille. Vous pouvez aussi essayer dans votre salle de bain de rattraper un cycliste électronique qui défile devant vous sur écran. Plus motivant que seul, moins encombrant qu'à 2. Moi je préfère comme ça. Il n'y a pas de danger, apparemment quoi. Il est possible enfin de pratiquer 28 sports sur un appareil de 2 mètres carrés et tout cela dans un même but. Restez beau. Les Français l'ont compris et en définitive aujourd'hui ils font de la culture physique. Mais ne rêvez pas, pour être comme Françoise Petitjean, championne du monde de culturisme, il faut 4 heures d'entraînement par jour, et ce, pendant 5 ans. Certains ont déjà commencé à gravir les échelons, d'autres, plus prudents, ont déjà pris leurs jambes à leur cou.
Soirée spéciale d'information ce soir sur la 3. Norbert Balit, après le dernier volet de la série documentaire consacrée à la guerre d'Algérie, vous animerez un grand débat près de 30 ans après ce conflit dont on répugne toujours à parler en France. Effectivement, les conséquences, Eric, que l'on peut tirer aujourd'hui, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à préparer cette émission, c'est que si le temps a quelque peu cicatrisé les blessures, le temps, en revanche, n'a pas du tout adouci les rancœurs. Alors, pour nous, ce soir, il ne s'agira pas de porter un jugement sur tous ceux qui se sont battus, de porter un jugement sur les comportements d'un tel ou un tel. Il s'agira pour nous de prendre un peu de distance, prendre beaucoup de distance par rapport à cet événement. Mais au-delà de cette guerre d'Algérie, nous ne souhaitons pas refaire le énième débat sur la guerre d'Algérie, c'est faire un petit peu l'analyse des causes qui ont entraîné cette guerre d'Algérie, savoir s'il y a eu des occasions perdues, s'il y a eu des malentendus, voir comment aujourd'hui les nouvelles générations réagissent, parce que l'on fera intervenir en fin d'émission un groupe de jeunes gens, des Beurs, des Algériens, des Harkis, des fils de pieds noirs, qui interviendront en direct de la rédaction de Paris Match autour d'Arlette Chabot et qui porteront un regard différent sur cette guerre d'Algérie. Vous disiez tout à l'heure, avant de commencer, qu'il s'agissait d'un rendez-vous exceptionnel. Il y a d'exceptionnel qu'une soirée spéciale, oui. C'est que nous avons tenté, nous tenterons ce soir de réunir les principaux acteurs et les principaux témoins du drame algérien. Donc rendez-vous 20h35 sur la 3, voilà, bien si sûr. vous voulez démarrer à l'heure, laissez-moi rendre l'antenne, notamment à Florence Klein pour la météo. Moi, je vous retrouverai après le débat à 22h30. J'espère que vous serez à l'heure pour Soir 3. Très bon début de soirée.